Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Benjamin Dutreux. Bonjour Benjamin. Bonjour. 9e du Vendée Globe, bravo déjà pour cette très belle course. Merci, c'est gentil. 81 jours, 19h45 minutes et 20 secondes très exactement. Vous avez franchi une arrivée il y a pile une semaine, le vendredi 29 janvier. Déjà, depuis cette semaine, comment se passe la réacclimatation à terre ? C'est particulier quand même. C'est vrai qu'on avait commencé à prendre des petites habitudes quand on est en mer et là du coup on doit reprendre des habitudes à terre. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Je suis arrivé, je me suis dit allez, je reprends vite et tout, là, une vie classique, normale. Mais c'est vrai que en fait j'ai un petit contre-coup là et on met quand même un peu de temps à s'en remettre. Mais bon voilà, pour l'instant le sommeil ça va, c'est plutôt... Voilà, je suis un peu mou, quoi, un peu vaseux. Est-ce qu'il faut un peu de temps aussi pour réaliser ce qu'on vient d'accomplir, ce tour du monde, avec une 9e place tout de même, un temps de 81 jours quand même très, très satisfaisant ? Je pense qu'il va falloir un peu de temps. Je pense que j'ai toujours pas du tout réalisé. J'ai toujours pas rallumé mes réseaux sociaux, par exemple, mais voilà, tout ça. Donc j'ai du mal à cerner encore vraiment ce qui s'est passé et je me doute que vu que tout le monde nous félicite, à toute l'équipe, etc., je me doute que c'est assez énorme, mais honnêtement, pour l'instant, je réalise pas du tout et voilà, j'essaye de continuer ma cure de réseaux sociaux qui fait du bien et puis voilà, mais je vais m'y remettre. En tout cas, on a reçu énormément de messages et on va quand même se poser pour pouvoir lire tout ça et du coup, je me rends quand même compte qu'il y a énormément de personnes qui nous ont suivis et ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, du coup, je les remercie quand même tous, quoi. Alors, on va refaire un peu la course avec pour cette descente de l'Atlantique début novembre. Et vous êtes, sur ces premiers jours, ces premières semaines, au contact avec les leaders. Ouais, ça c'était assez dingue. Déjà, je suis parti des sables. J'étais le couteau entre les dents et j'avais... je sais pas, je suis pas parti dans l'optique, voilà, on a un vieux bateau, etc. Je suis parti dans l'optique vraiment régatier, quoi, et je me suis fait super plaisir, avec un rythme un peu trop élevé. Au bout d'une semaine, ça tirait un peu sur la corde et j'ai vraiment revu la manière de me reposer, etc. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis en tout cas d'être aux avant-postes cette première semaine, donc c'est plutôt assez incroyable. Et puis quand on est devant, forcément, on lâche pas le morceau, on reste... focus à fond, on se dit voilà, si je suis devant, je vais essayer de tout donner pour essayer de rester devant. Bon, après la descente de l'Atlantique, forcément, les foilers et tout ça, les bateaux plus rapides, mais tant qu'il y avait du match, un peu de stratégie, puis la tempête, la dépression Theta qui était là, et en gros, nous, avec les non-foilers, avec Jean, ça nous permettait de jouer. Et puis Jean, c'était mon petit... Jean, c'est quelqu'un qui me fait rêver depuis que je suis gamin, qui a un régatier qui est plus à présenter, quoi. Donc de matcher avec lui, ça me donnait envie de tout donner pour me régaler en termes de régate, quoi. Alors vous êtes 10e au passage de l'Équateur, donc ensuite vous continuez de descendre dans l'Atlantique Sud. Ensuite il y a l'événement vraiment marquant de ce Vendée Globe, le naufrage du bateau de Kevin Escoffier. Quel impact ça a eu sur vous ? Plusieurs skippers ont dit que voilà, ça avait changé un petit peu leur course. C'est un impact juste énorme, hein. En fait, moi, comme je le dis, c'était le moment le plus dur de ma course et le plus stressant. On essaie de se soutenir avec d'autres skippers en s'envoyant des messages en disant est-ce que tu as des nouvelles, où est-ce qu'on en est, etc. Mais moi, ça m'a clairement remis en question en me disant en fait, ce qu'on fait, c'est quand même dangereux, c'est quand même extrême, donc il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention. Et surtout, on pensait à Kevin et on se disait non, mais là, c'est pas possible, faut qu'il soit à bord d'un bateau, quoi. Mais en même temps, on est impuissant, on peut rien faire, on se rend bien compte qu'on peut rien faire, quoi. Et donc voilà, dans ces moments-là, il y a pas mal de remises en question. Je pense que dans ces moments-là, il n'y a aucun skipper qui a dormi. Et voilà, l'histoire se finit bien et c'est un soulagement énorme, en fait. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est ça le plus important et le plus dur, quoi. C'est quand même la santé des skippers, quoi. Alors vous continuez la course bien sûr, vous passez le Cap de Bonne-Espérance en 9e position. L'autre événement, c'est l'abandon de Sébastien Simon, votre ami, qui donc ne peut pas continuer en raison de plusieurs avaries. Ça aussi, ça a un impact, puisque alors derrière, je ne sais pas si c'est lié, mais vous faites une remontée dans l'Indien assez impressionnante.
Qu'est-ce que ça a provoqué C'est chez sûr vous? que quand Seb abandonne, c'est dur parce que voilà, ce Vendée Globe, on en rêve ensemble depuis un bout de temps. On a toujours dit qu'on s'accompagnerait jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il m'a accompagné jusqu'au bout. On a échangé des messages jusqu'à la fin de la course. Et voilà. Et donc au moment où Seb il abandonne, voilà, je suis forcément hyper déçu pour lui. Et en même temps, voilà, je me dis. Punaise, voilà, c'est ton compagnon de route qui était Seb, il va plus forcément être avec toi, il a pas eu de chance, il a percuté quelque chose et en même temps il m'a donné l'envie et la niaque d'aller jusqu'au bout. Je sais plus quels étaient ses mots, mais genre c'était fais-le pour moi et voilà, moi ça m'a touché donc forcément ça m'a motivé encore plus quoi. Et donc cette remontée, vous êtes 4e au Cap Lewin. Ouais, il y a aussi c'est incroyable. ce moment assez incroyable. Vous êtes 5 bateaux regroupés où tout le monde se voit. Dingue. Racontez-nous ça. Ah bah ça c'était dingue, c'était hallucinant quoi. Au moment dans un endroit où on se dit qu'on va croiser personne, etc. On se retrouve un moment, ouais, à 5 bateaux. Je pense, puis sans le faire exprès du tout. En fait, toutes nos routes qui convergent, c'est dingue parce qu'on a pris des routes en plus avant ça. Qui étaient hyper divergentes, on était espacés de plus de 300 000 chacun, et là on se retrouve tous comme si, je sais pas, il s'était passé quelque chose, et on se retrouve tous au même endroit, et là c'est marrant parce qu'on était tous un peu émerveillés de revoir des bateaux, voilà, du coup on s'appelait à la VHF, en mode on va essayer, nouveau départ de course, donc non c'était assez incroyable quoi. Vous gardez la cadence dans le Pacifique, même si là il y a un problème avec votre J2, ouais. Et plusieurs montées dans le mât assez périlleuses. Ouais, ça c'était assez périlleux, c'était assez marquant, surtout que voilà, moi j'ai appris à monter dans le mât grâce à Daniel quelques jours avant le départ de la course quoi. Donc j'étais jamais monté en mer. Oui. Donc voilà, après il a été tellement bon que ben voilà, il m'a bien expliqué le truc et donc je me suis dit vas-y, j'y vais, et j'avoue que par contre la première fois que je suis monté, il y avait beaucoup de mer, mais j'ai pas eu beaucoup de choix, il fallait que je monte parce qu'il y avait une partie de la voile qui était encore en l'air, etc. et ça battait et j'avais peur que ça se coince et que ça fasse Swan Murphy comme ça le fait souvent. Et d'ailleurs ça l'a un peu fait parce que le lendemain de Noël j'ai eu problème sur problème pendant 3 jours, c'était dur moralement, mais ouais, la montée au mât, celle-ci elle était vraiment hard quoi. Alors pour expliquer, c'est une voile qui reste en poste, qu'il fallait décrocher pour réparer et remonter dans le mât pour la remettre en place. Exactement, c'est ça. La deuxième montée était facile, c'était dans l'océan Atlantique, il y avait moins de mer, c'était plus facile, mais la première, voilà, c'est simple, je suis descendu, j'avais des bleus énormes partout. Heureusement Thomas, le boat captain Imato, m'a dit mets des polaires et tout quand même la première fois, et en effet ça m'a bien protégé, mais déjà je suis redescendu, déjà à la moitié du mât, je savais pas si j'allais aller au bout quoi. Je me disais non mais là c'est trop dangereux, c'est trop chaud, et après voilà, je sais pas, il y a un élan de motivation qui a fait que j'ai réussi à y aller, mais après coup je me dis ouais quand même c'était chaud quoi. Autre moment important dans la course, le Cap Horn, vous êtes 5e encore au Cap Horn, racontez-nous ça. Bah ouais, là, c'est dingue en fait, je me rends pas bien compte parce que moi je suis juste dans mon truc, dans ma course. Cet événement où on est tous ensemble, c'est des événements qui boostent parce que qui disent bah voilà, c'est la régate, on est encore et puis au Cap Horn, je me rappelle il y a Louis qui est arrivé pleine balle avec son bateau à foil avec Bureau Vallée, et j'étais là non mais c'est pas possible, il faut pas qu'il me double avant le Cap Horn, donc voilà, j'essaie de rien lâcher, et c'était ouais, j'étais dans mon truc quoi, dans la course, ça a déroulé quoi. J'ai pas trop d'explications en fait, et je découvrais le Pacifique, je découvrais, voilà, je pense que la course avec Jean et puis Damien m'a beaucoup motivé, et c'est quand on est un compétiteur et qu'on a de quoi se mettre sous la dent avec des concurrents autour, je pense que ça motive quoi, c'est tout. Vous étiez souvent en contact avec Jean Lecam, Damien Seguin, Jean-Carlo Pedoté, Boris Herman. Donc on continue de remonter de l'Atlantique Sud. Vous êtes encore dans le groupe de tête. Vous repassez l'équateur avec seulement 19 heures de retard sur Louis Burton, qui à ce moment-là passe en premier l'équateur. Puis ensuite c'est plus compliqué, un poteau noir vraiment solide, embêtant, ouais. Et là vous êtes un peu décroché. Ouais, exactement. En fait je m'arrache jusqu'au bout, et en arrivant dans le poteau noir, je savais que ça allait être complexe et que les premiers en tout cas étaient passés tranquillement,
Et je me disais, bon, allez, je sais pas trop quoi faire. Jean va dans l'ouest. Moi, je me dis, bon, ok, Jean, après, il va être un peu plus rapide sur ce bord. Je vais essayer de me décaler un peu dans l'est. Enfin, en gros, on essaie de trouver des solutions avec les armes qu'on a. On n'a pas les mêmes voiles, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, on n'a pas les mêmes cartes à jouer, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que nos trajectoires, elles diffèrent assez régulièrement. Et voilà, j'essaye de me retrouver dans l'est. Au final, je me retrouve dans l'est et le poteau noir s'élargit. Et donc, j'y passe quand même pas mal de temps. Je galère pas mal et dans ces moments-là, c'est dur mentalement parce qu'on a envie quand même de pas trop se faire décrocher. Mais bon, voilà, dans ces moments-là, on pense justement aux gens qui nous soutiennent, au boulot de l'équipe qui a été fait, aux enfants qu'on sensibilise avec la Water Family, là, qui nous laissent des messages à chaque visio et qui donnent la patate. Et voilà, on se rebooste, même si on est un peu décroché. Et moi, j'y ai cru jusqu'à la fin que je pouvais repasser Jean, quoi. C'était mon objectif et jusqu'à la fin, j'ai tout donné. Et je continuais à allumer avec le bateau en disant bah, voilà, mon bateau il a les capacités, donc j'y vais, j'allume jusqu'au bout, quoi. Et je me suis dit, on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Et voilà, et Jean, je pense que ça lui a donné envie de remettre du charbon aussi. C'est vrai qu'il a allumé également, lui. Ouais, parce qu'il a su qu'il pouvait dépasser notamment Boris Herman. Exactement, avec sa je pense qu'on était tous dans une logique où on se disait, on se regardait tous voilà, et puis voilà, c'était une course qui était plutôt sympa. Au final, j'arrivais quelques heures après. Non mais la course était incroyable. Max qui lui est derrière et qui lui allume parce que surtout il va se faire rattraper par la dépression et tout, donc c'était intense, voilà. Et donc c'est arrivé intense également, vous qui êtes donc le premier Vendéen à franchir la ligne d'arrivée sur cette édition, puisque donc il y avait Sébastien Simon également qui a dû abandonner, et puis Arnaud Boissière et Emmanuel Cousin qui sont toujours en mer. Comment s'est passée cette arrivée ? Bah oui, c'était dingue. Bah, après, mon objectif, ça a jamais été d'être le premier Vendéen. Voilà, on fait pas cette course pour ça. On n'est pas à se dire ouais, je suis premier d'une région ou d'un département, mais c'était juste hors norme, quoi. L'arrivée, c'est indescriptible parce qu'on est baigné dans un truc où déjà Thomas me disait par exemple, genre ou Alice, genre on voit le mât du bateau arriver et c'est en mode il arrive vraiment, quoi, ça y est. Et moi c'est pareil à l'inverse, quoi. Je vois la côte, je vois le bateau, je me dis bon ok, j'essaie de pas lâcher la concentration jusqu'à la ligne d'arrivée, donc j'essaie de rester super concentré jusqu'à la fin. Et au moment où le bateau dit bon ça y est, franchissement de ligne, Omia Water Family, voilà, à bord de mon bateau, je suis juste on lâche les chevaux, quoi. C'était un moment dingue. Et après l'entrée dans le chenal, ça c'est hors norme aussi, surtout que je m'attendais à voir personne en réalité. Finalement il y avait quand même un peu de monde, mais voilà, c'était dingue. Retrouver mon équipe, je pense que ça c'était mon équipe et mes proches, c'était un des moments super forts en émotion. Et voilà, de se dire c'est bon, on l'a fait, quoi. On est une équipe jeune, on a galéré, on a ramé, on a tout ce qu'on veut, et chaque personne de l'équipe s'est donné du début à la fin, et ensemble on a fait un travail collectif de dingue, quoi. Et ça c'est une chose qu'on retient, avec derrière des valeurs qui sont top, avec la Water Family derrière qui a été boostée, qui s'est engagée auprès des écoles. Je crois qu'il y a eu plus de 95 classes qui ont été sensibilisées pendant le Vendée Globe. Et donc voilà, on se dit la part du boulot de chaque personne de ce projet a été faite, que ce soit les partenaires, parce que c'est pareil, nos partenaires, il fallait qu'ils croient en nous, hein. C'est des PME, c'est des petites entreprises, enfin voilà, tout le monde s'est retrouvé dans un cercle où on s'est tous soudés, et en fait on a juste montré que tous ensemble on pouvait y arriver, même avec un petit projet, et qu'on s'est tous battus de chacun de notre côté. Et voilà, moi c'est ce que je retiens, et j'ai hâte d'aller les voir maintenant, d'aller rencontrer les salariés, d'aller leur partager cette aventure. Mais voilà, moi j'ai passé en tout cas un super Vendée Globe à bord de Omia Water Family, quoi. C'était une aventure incroyable, quoi. Il faut rappeler une petite équipe, un des plus petits budgets également, un bateau de 2007, ouais, donc ancienne génération. Justement, parlez-nous de ce bateau, un peu votre relation avec lui pendant cette course. Vous l'appeliez Papy, c'est ça ? Ouais, Papy, on tisse une relation. Au début, je l'appelais pas forcément Papy. Au début, ce bateau, il a plutôt un nom un peu basique, un peu un numéro, quoi.
Et au final, ce bateau, il termine on termine par l'appeler Papy, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il passe d'un numéro à quelque chose qui est attachant, quoi. Et qui est attachant parce que déjà j'ai découvert que Papy, il avait des chevaux sous le capot quand même, et que voilà, j'avais jamais autant appuyé sur le champignon sur le bateau, et j'y suis allé progressivement en disant bon, ok, là ça le fait, j'entends toujours pas de bruit qui me chagrine, donc voilà. Et des fois j'étais bon, Papy, tu penses que tu peux tenir la cadence là, voilà, avec les bateaux qui sont censés être plus vite que nous, et Papy, il tenait la cadence encore, quoi. Donc voilà, et après on crée des liens, parce qu'en fait ce bateau il nous parle, en fait. À la fin du Vendée Globe, je savais que le bateau il commençait à voilà, être dans le dur. Il y avait des bruits qui n'existaient pas auparavant. Je commençais à savoir d'où il venait, mais je pouvais rien faire, donc j'ai essayé d'en prendre soin. Et voilà, c'est un truc qu'il faut écouter, qu'il faut entretenir, qu'il faut... Un Vendée Globe, c'est aussi beaucoup de bricolage, beaucoup de... Ça, je m'en rendais vraiment pas compte avant de partir. Et voilà, je pense que du coup, on crée des liens avec un bateau comme ça, quoi. Comme on crée des liens avec l'histoire, avec Flaggy. Oui. On crée des liens avec les partenaires, les gens qui nous suivent. C'est une histoire humaine, en fait, le Vendée Globe. C'est ça qui est dingue. Même le bateau devient presque un humain, quoi. Et c'est vrai que donc, à côté de cette course quand même assez magnifique que vous avez faite, voilà, il y a eu des vidéos avec un peu d'humour, beaucoup de vidéos aussi où vous parliez de cette cause, préservation de l'environnement, en particulier de l'eau avec Water Family. Voilà, ça a été, vous avez beaucoup relayé ce message-là, avec beaucoup d'échanges également avec des classes, avec des enfants pendant ce tour du monde. Pour revenir sur le bateau et les problèmes rencontrés, comme beaucoup de skippers, il y a des problèmes dont vous n'avez pas parlé pendant la course, notamment un problème de moteur. Ouais, tout le monde savait que j'avais un problème de moteur, mais personne savait que le moteur était HS, quoi, et que en fait j'en avais plus. Et c'était, on a tous beaucoup de problèmes. Après, voilà, on n'a pas forcément envie de partager tous les problèmes dans les vidéos. Justement, j'essayais plutôt de faire des vidéos plutôt sympas, plutôt marrantes, et je suis pas forcément un partageur d'émotions, voilà, comme ça. J'aime pas forcément me dévoiler, intérieurement au public, mais par contre, voilà, j'aime bien dévoiler quelques pétages de câble, quelques bons moments. Après, forcément aussi, on raconte les moments difficiles, mais oui, après, dans les moments difficiles, il y avait forcément ces problèmes de casse, ce problème de moteur. C'était quand même... voilà, j'étais sur la sellette, hein, j'avais plus d'énergie. Enfin, j'aurais pu ne plus avoir d'énergie. À la fin, d'ailleurs, j'ai un hydrogénérateur quelques semaines avant qui rend l'âme aussi, donc il m'en reste plus qu'un. Et voilà, j'ai commencé à économiser de la batterie, du coup, en coupant les satellites, en fait, on coupe un maximum de choses, on garde que ce qui est essentiel pendant un maximum d'heures. Et voilà, et ça m'a presque fait du bien aussi, parce que du coup, quand on coupe ça veut dire qu'on n'a plus WhatsApp, on n'a plus de lien du tout avec la Terre. Et au final, je me demande si en refaisant pas un Vendée Globe, je m'obligerais pas à couper ça un certain nombre d'heures par jour, parce que voilà, au final, ça m'a permis de peut-être profiter un peu plus de la course encore et d'être un peu plus dedans. Voilà. La suite, on y pense déjà, on pense à dans 4 ans La suite, oui, on y pense déjà pendant qu'on y est, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, mais pourtant il y a tellement de moments difficiles, et en fait le cerveau trie tellement les moments, et quand on vit une arrivée, après on se dit que en fait tous les mauvais moments presque ils passent à la trappe, enfin du moins il y en a une bonne partie qui passe à la trappe, et oui, c'est sûr qu'on y pense avec l'équipe. Après je viens juste d'arriver, quoi. J'ai peut-être envie de me poser un peu, d'y réfléchir un peu. Mais là, si on me demande là, maintenant, oui, j'ai envie de dire oui, quoi. Directement, ouais. Voilà. Mais peut-être avec un projet un peu plus ambitieux, mais oui, c'est sûr que si on me demande là maintenant, j'ai envie de dire oui, mais j'ai eu 0 temps pour me poser quand même. Et puis on va attendre bien sûr que cette édition se termine, et j'imagine que vous allez suivre les autres arrivées, notamment les 2 Sablés, Manuel Cousin et Arnaud Boissière, toujours en mer. Un grand merci à Benjamin Dutreux d'être venu raconter ce Vendée Globe. J'encourage justement ceux qui restent.
voilà, il leur reste du boulot. Ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance et il faut encore qu'ils contournent. Voilà, ils ont fait beaucoup de routes en plus et il y a de superbes histoires aussi dans ce qu'ils racontent et voilà, moi je vais suivre jusqu'au bout et je serai à l'arrivée, je pense. Arnaud Boissière qui est attendu en milieu de semaine prochaine. Merci beaucoup, Benjamin. Avec plaisir, à bientôt.